Salut à toi, c'est Benoît. Alors tu le sais peut-être déjà, je m'occupe du sales hacking chez MyBizDev. Du coup, je connais deux trois petites choses sur le sujet dont j'aimerais te faire profiter. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais déjà, le sales hacking, qu'est-ce que c'est? Très simplement, il s'agit d'une méthodologie à l'intention des business développeurs, sales ou tout poste à dimension commerciale qui sert à automatiser, scaler et optimiser sa prospection. Alors, comme son nom le suggère, elle est une évolution directe du growth hacking. On peut définir le growth hacking en 4 points clés. Tout d'abord, le growth hacking est un bon gros buzzword bien gras des familles. Théorisé il y a déjà quelques années par Sean Ellis, l'américain, qui a d'ailleurs publié un excellent parpaing de 450 pages sur le sujet, je te le conseille. Il est utilisé un peu à toutes les sauces, un peu à tort et à travers, par quiconque cherche à se faire mousser ou à être un peu hype, au point que les growth hackers aujourd'hui commencent eux-mêmes à hésiter à se faire appeler de la sorte. Mais le growth hacking, bien qu'effet de mode, n'en résulte pas moins d'une idée louable. Parce que oui, l'objectif, comme son nom l'indique, avec un flegme anglophone à faire rougir Daniel Craig, c'est de hacker la growth. Cette phrase était très compliquée. Plus clairement, elle consiste à utiliser diverses techniques pour accélérer au maximum la croissance de la startup sur le court comme sur le long terme. En fait, le growth hacker, c'est un peu le stéroïde version startup. Pour ce faire, notre stéroïde suit un process bien précis en 4 étapes. Tout d'abord, il dresse des hypothèses précises qui portent sur un attribut de l'entreprise. Par exemple, le call to action de la landing page du site internet. Ensuite, il met en place un modèle expérimental qui vise à tester cette hypothèse. Par exemple, dans le cas de la landing page, en faisant un A/B testing pour voir quelle version fonctionne le mieux. Après ça, une fois l'expérience achevée, il en analyse les résultats. À ce Et puis pour finir, il implémente. Quoi, qu'est-ce que c'est, dis donc, que l'implémentation? C'est très simple, Jean-Philippe Boustin. Concrètement, après avoir réalisé son expérience, il modifie l'attribut ayant fait l'objet du test en fonction des résultats trouvés. Donc par exemple, à l'issue de l'A/B test, s'il se rend compte que la landing page B fonctionne nettement mieux que l'autre, la A donc, il la choisira comme nouvelle page d'accueil et partira sur d'autres tests pour aller essayer d'optimiser d'autres trucs. C'est un exemple très grossier, hein, mais ça donne une idée assez nette de son travail au quotidien. Bon, et du coup, dans les faits, comment il s'y prend, ce bon gros hacker? Il a plusieurs cordes dans sa besace, ou arme à son arc. Enfin, tu me comprends. Par exemple, il peut utiliser le marketing, genre du SIA, du SEO, du marketing d'influence, ce genre de petites friandises, quoi, mais aussi toucher au développement produit, faire le malin en hackant des trucs, genre des bases de données pour choper des informations, et jouer aux apprentis sorciers en faisant de la data science, parce qu'un gros hacker aime les stats. Point. Ah, et du coup, ça fait une petite transition parfaite avec le dernier point. Le growth hacking est non seulement une méthode, mais aussi et surtout un mindset. Celui d'être continuellement en train de tester de nouvelles choses, d'itérer quotidiennement, de ne jamais se reposer sur ses acquis pour être dans un processus continu de découverte de son produit, de son marché et de ses propres skills parce que le growth hacker est dans une logique d'apprentissage continu. Mais alors du coup, pour faire tout ça, le growth hacker, comment il fait? Comment on Eh fait? bien, c'est très simple, Jean Dujardinoff. Le gros hacker possède trois armes de choix et de poids, ou de poids et de choix, c'est selon. En premier, on a le marketing créatif. Qu'est-ce que c'est les coups de génie qui font qu'aujourd'hui tout le monde est gros hacker. Quelques exemples pour que ce soit un peu plus clair. Pour se développer, Airbnb ont hacké Craigslist, le plus gros site de petites annonces américain, de façon à ce que chaque nouvelle annonce publiée sur le site soit automatiquement publiée chez son concurrent. Bilan, pendant plusieurs mois, Airbnb a bénéficié d'une publicité gratuite au nez à la barbe de Craigslist, bien qu'il est impossible qu'un site web possède un nez et une barbe. Sinon, il y a aussi Hotmail, qui ajoutait à chaque email envoyé par ses utilisateurs un PS qui invitait le destinataire à obtenir gratuitement sa propre adresse Hotmail. Bilan, bah ça a cartonné, tu t'en doutes. Même dans la Creuse, on avait une adresse Hotmail, c'est de dire. Bon, bah, des exemples comme ça, il y en a des pelochades sur le net, il suffit d'aller voir, c'est vérifiable. Comme par exemple le coup du referral de Dropbox, mis en place par Sean Ellis lui-même, encore lui, hein, ouais, genre le mec est partout en fait, hein, concrètement. Ensuite, deuxième arme du gros hacker, l'automatisation et l'ingénierie. Là, on rentre dans la partie geekose de la vidéo. Et tu vas voir Pierre-Edmond, reste un peu, ça va te plaire. Pour travailler plus efficacement, le gros hacker se déleste d'un maximum de tâches fastidieuses et répétitives en les automatisant grâce à divers outils tels que des logiciels, des bots ou des API. Il s'en servira par exemple pour faire le pont entre diverses applications, comme par exemple publier simultanément sur plusieurs réseaux sociaux, ou récolter de la data sur des sites internet, ou parfois même directement dans des bases de données. Un sacré petit freluquet comme on les aime quoi. Et pour finir,
et on en a parlé tout à l'heure, il abuse des expériences, des tests et de la data qui en découle pour améliorer et optimiser petit à petit les différents aspects de sa startup et de son produit, qu'il s'agisse justement du produit, des canaux marketing, des supports digitaux ou de la stratégie globale. Pour résumer, le growth hacker est un pro touche-à-tout, féru de nouvelles technologies, jamais contre une petite expérience comme ça à la cool en passant, et dont le rôle est de faire décoller la startup dans le plus grand des calmes. Après ce petit rappel, on peut s'attaquer au gros du sujet, le sales hacking, ou comment mettre l'outbound au service de la croissance. Pour préciser un peu, là où le growth hacking traditionnel se concentre sur des flux inbound, c'est-à-dire qu'il va travailler sur des prospects venant eux-mêmes jusqu'au produit, le sales hacking, lui, met tout en œuvre pour que le produit vienne au prospect. Pour comprendre l'utilité du sales hacking, on va faire une petite piqûre de rappel pour certains, ou une petite piqûre tout court pour les autres, sur le framework AARRR. Le framework ARRR décrit le processus de croissance d'une startup en décrivant les 5 étapes du cycle de vie d'un client. Dans l'ordre, on a l'acquisition de nouveaux clients, c'est-à-dire le fait de le faire venir jusqu'au produit. Ensuite, on a l'activation de ses clients, c'est-à-dire le faire acheter, s'inscrire, repeindre son frigo ou que sais-je. Après ça, on a la rétention, c'est-à-dire faire rester le client sur la solution ou lui faire garder son frigo tel quel. Des suites de quoi vient le revenu, donc gagner de l'argent en gros. Enfin, je dis des suites de quoi, mais cette étape dépend directement du business model. Par exemple, si l'activation consistait à un acte d'achat, et ben l'activation et le revenu se superposent en fait, hein, très simplement. Et puis pour finir, on a le referral, c'est-à-dire satisfaire le client en s'assurant, par exemple, de sa bonne prise en main du produit pour qu'il ramène ses petits potes ou sa tante Chantal. Ou on peut aussi en profiter pour l'upsell directement en lui vendant des trucs en plus ou en le faisant monter en gamme. En bref, la fonction du sales hacking et du sales hacker est d'accélérer la croissance de la startup en agissant directement sur le framework AARRR, plus particulièrement sur l'acquisition et l'activation, ergo faire venir les clients et les closer. Pour l'acquisition, on utilisera tous les canaux que l'outbound nous offre, et même plus. On aime bien le téléphone, oui, mais pas que. Parce que le téléphone, bien que super efficace, un peu comme une attaque électrique sur un Pokémon O, ça prend du temps. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place plusieurs canaux d'acquisition à la fois. Beaucoup d'emailing, par exemple, en envoyant des séquences personnalisées à des segments définis. On va aussi automatiser nos réseaux sociaux pour prendre contact avec nos prospects via différents supports. Par exemple, on utilise des API aussi qui nous permettent d'ajouter nos prospects sur LinkedIn automatiquement en leur laissant une note. Vous n'avez peut-être pas relevé le terme clé et pourtant je l'ai dit, l'automatisation. En mode sales hacking, on utilise tout un tas d'outils qui nous permettent d'automatiser notre travail au maximum. Déjà parce qu'on a la flemme et aussi parce que ça nous laisse plus de temps pour faire du business. Parce que oui Didier, on est quand même là pour ça. Une fois qu'on a pris contact avec le prospect, qu'il est partant pour un petit call, une petite démo ou un petit rendez-vous café boudoir tout mignon, on passe au stade de l'activation. En gros, à ce stade, on rentre en mode sales pur, basta le hacking. On découvre son besoin, on creuse pour comprendre son business et on regarde si tout ça coïncide avec nos attentes. Si ça fit, on se serre la main et on avance ensemble. Si ça fit pas, on se serre la main tout court. Là, on a vu le gros du travail du sales hacker. La partie hacker comme la partie sales. Ça paraît si peu comme ça et pourtant c'est un travail colossal. Parce qu'un sales hacker est capable de traiter jusqu'à 20 fois plus de leads qu'un bizdev aux méthodes traditionnelles. Et oui bonhomme, c'est pas rien. Mais pour que tu puisses t'y retrouver un peu dans tout ça, on va parler un peu des autres étapes. Une fois que le prospect est devenu lead et que le lead est devenu client, on passe à la phase de rétention. Là, c'est un petit peu plus le travail de l'account manager ou du customer success, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. D'autant plus qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un customer success sous la main et que ça peut arriver dans des startups early stage, que ce soit un autre de s'y coller et pourquoi pas le sales hacker. Là, l'objectif est de s'assurer que le client est content de la solution qu'on lui apporte pour s'assurer qu'il reste chez nous et continue de générer du chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, c'est un petit peu comme une part de tiramisu de la Felicita, tant qu'il y en a dans l'assiette, on est content. Ensuite, la phase de revenu, comme on l'a vu, dépend directement de ton business model. Cette phase intervient dès que la collaboration avec le client commence à générer du cash. C'est aussi simple que ça. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a Didier? On a le referral, le nerf de la guerre de toute croissance. Petite parenthèse pas volée, on a vite fait de croire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que la croissance d'une startup est sa capacité à faire rentrer continuellement de nouveaux clients et de nouveaux contrats. C'est vrai, mais il manque quand même un gros morceau.
La croissance d'une startup dépend non seulement de sa capacité à s'étendre sur son marché, mais aussi et surtout de sa capacité à conserver son portefeuille client actuel. Dans le jargon, on appelle ça faire de l'élevage, bien que ça ne veuille pas nécessairement dire que le client soit du bétail. La phase de referral consiste en 2 points. D'un côté, on cherche à upsell ses clients existants, c'est-à-dire leur faire consommer plus, leur faire contracter une offre plus chère ou que sais-je, et de l'autre, on cherche à monétiser son réseau dans l'idée d'obtenir des recommandations de sa part, c'est-à-dire qu'il nous met en relation avec d'autres clients potentiels. Nouvelle petite parenthèse sur ce point, ça va faire beaucoup de parenthèses. Le referral est le saint graal du sales hacker. Referral is love, referral is life. Tant qu'il y a du referral, il y a de l'espoir. Voilà, fin de parenthèse au pluriel. Bon, je crois qu'on a fait le tour du framework, mais du coup, la plus-value du sales hacker, quelle est-elle? Excellente question, Jean Flestin. C'est très simple, parce que c'est un sorcier, hein, le sales hacker est un sorcier, il est capable de scaler sa prospection, c'est-à-dire de prospecter à l'échelle, pour les non-anglophones. Comme on l'a vu tout à l'heure, le sales hacking permet de générer un nombre de leads considérable par la mise en place de plusieurs canaux d'acquisition ainsi que leur automatisation. Déjà, ça c'est pas mal. Mais surtout, le sales hacker possède un véritable état d'esprit, un mindset qui fait toute la différence. Déjà, c'est un chasseur, mais plus que tout, il a en lui cette volonté de toujours s'améliorer. Parce qu'il part du principe fondateur que tout est optimisable, il tente quotidiennement de nouvelles choses en menant des expériences pour ne regarder que ce qui fonctionne. Il ne prend rien pour acquis et sait que ce qui le satisfait aujourd'hui ne le satisfera sûrement plus demain. C'est un peu le maniaque de l'équipe, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Oh, et en parlant de maniaque, il y a une manie que le sales hacker partage avec le growth hacker, celle de l'obsession pour la data. Mais quel type de data? Quand on parle de sales hacking, il y a 4 grands types de data à prendre en compte. Premièrement, les KPI, ou Key Performance Indicators, aka indicateurs clés de performance. Ce sont les quelques chiffres qui, à eux seuls, sont représentatifs de ces efforts dans leur ensemble. Attention, il est crucial de choisir correctement les métriques qui composent tes KPI. On évitera, par exemple, les vanity metrics, ces chiffres valorisants au premier abord, mais qui, si on creuse, ne veulent pas dire grand-chose et faussent la lecture de la stratégie en place. Par exemple, le type qui prend comme KPI le nombre de propals envoyés, mais oublie le fait que très peu, derrière, voire aucune, ne signe. C'est en gros ça, une vanity metrics, et ça, Jean Michou, c'est un peu le truc à éviter absolument. Deuxième type de data, les feedbacks de ses clients. Parce que oui, le sales hacker, par définition, est en première ligne pour ce qui est du contact avec le marché. En échange direct avec un nombre considérable de leads, et ce de façon quotidienne, il est capable de faire remonter une quantité invraisemblable de retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, et qui servent à faire évoluer la startup dans son ensemble, soit en modifiant son produit pour coller aux besoins du marché, soit en faisant évoluer son business model, ou que sais-je. Du coup, en bon sales hacker en herbe que tu es, sois bien vigilant à recueillir méticuleusement les feedbacks de tes prospects, leads et clients, parce que ça, mon gars, ça vaut de l'or en barre, ni plus ni moins. Ensuite, et on vient de toucher cette idée du doigt, ou de ce que tu veux, le sales hacker, parce qu'il est capable de scaler sa prospection, scale par la même occasion la data qui en découle, ce qui augmente d'autant plus sa validité statistique. Et ça, c'est quand même beau. Mais attention, et c'est le dernier point de ce slide, tout ça demande d'être organisé, consciencieux et régulier dans ses efforts pour être viable. Il est primordial de mettre en place une vraie et solide méthodologie. Je parle ici du tracking des leads pour, par exemple, connaître leur comportement vis-à-vis des mails envoyés, mais aussi de la compilation de cette data pour pouvoir la traiter avec pertinence. Et puis, enfin, si vous parvenez à faire tout ça, vous vous ouvrez les portes d'une croissance mesurable, d'un process commercial scalable et de market fit durable. Bref, parce qu'on arrive à la fin de cette présentation qui, je l'espère, t'aura quand même appris 2-3 trucs, on est en droit de se demander, mais alors Benoît, quelles sont les grandes idées à retenir de tout ça? On a appris que le sales hacking, à la différence du growth hacking, se concentre sur l'outbound pour stimuler la croissance d'une startup, notamment par la gestion scalée de l'acquisition et de l'activation de nouveaux clients. Voilà pour le takeaway rondement mené. J'ajoute 2 petites dernières choses pour les 2-3 du fond. Le sales hacking est un process agile par définition, conçu pour être mesurable et répétable. Pour demeurer agile, il est ultra important que le sales hacker ait le champ libre sur ses efforts. La règle est toute simple. Plus son travail sera contrôlé par un intervenant externe, moins il sera efficace. Alors, par pitié, choisissez un monde meilleur, choisissez un monde guimauve, laissez les sales hackers tranquilles.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous checker virtuellement et à vous dire à la prochaine vidéo. Salut!